Hello à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Of The Mat. Cette semaine, on va parler Ayurveda. J'annonce directement, je ne suis pas formée en Ayurveda, j'ai pas de connaissances certifiées. Mais c'est vrai que ça fait quelques temps que je m'intéresse pas mal au sujet et je vous en avais pas mal parlé un peu sur les réseaux sociaux et j'ai lu pas mal de bouquins, pas mal de choses sur Internet et dans des livres. Et vous me l'avez beaucoup demandé, donc je me suis dit que ça pouvait être chouette quand même de vous faire un épisode au moins pour vous présenter les principes de base de l'Ayurveda. Sachant que l'Ayurveda, c'est une science qui est quand même très large. Donc il y a plein de branches qu'on peut aborder, mais moi, celle qui m'intéresse le plus, c'est l'auto-guérison via l'Ayurveda, donc en passant notamment par la nutrition. Donc c'est plutôt ce principe-là que je vais aborder davantage dans ce podcast et peut-être par la suite, sachant que j'ai très envie de me former en Ayurveda, donc on verra peut-être un prochain épisode un peu plus approfondi. Mais je trouvais chouette l'idée de vous faire un épisode un peu introductif pour vous présenter les grands principes de l'Ayurveda. Alors l'Ayurveda, je pense que c'est le système thérapeutique le plus ancien et le plus complet du monde. C'est une médecine, comme vous le savez, qui vient de l'Inde ancienne. Et le nom, en fait, Ayurveda se compose de deux mots en sanskrit. Ayus, qui veut dire la vie, et Veda, qui veut dire la connaissance. Donc l'Ayurveda, c'est la connaissance de la vie, la science de la vie. Et c'est un système holistique qui va concevoir, en fait, notre santé comme une unité alliant le corps, l'esprit et l'âme. Donc ces trois éléments font qui l'on est et sont indissociables pour pouvoir se guérir. L'objectif de l'Ayurveda, de cette médecine holistique, c'est de rétablir l'équilibre dans le corps et ça nous permet aussi de redévelopper nos capacités naturelles d'auto-guérison. Donc via l'apprentissage et la connaissance de soi, on peut parvenir à s'auto-guérir. Et pour moi, je trouve que l'Ayurveda, c'est un trésor. C'est un trésor parce que c'est constitué pour moi d'une grande boîte à outils qui nous permet en fait d'apprendre à nous connaître et de rétablir l'unité entre notre corps, notre esprit et notre âme, à nous reconnecter à notre corps et puis aussi à réaliser que le meilleur allié de notre santé, au final, c'est nous-mêmes, c'est nos choix. C'est un éveil à soi, je trouve que c'est aussi un révélateur de conscience qui va vraiment nous permettre de nous reconnecter à notre vraie nature, celle qui est là et qu'on a souvent oubliée. Et c'est aussi une clé qui va nous ouvrir à un pouvoir intrinsèque. J'ai presque envie de parler de notre divinité intérieure. Donc l'Ayurveda cherche avant tout à prévenir toute maladie en rééquilibrant nos trois doshas et j'expliquerai par la suite ce que sont les doshas. Et ce que j'aime beaucoup dans l'Ayurveda, et c'est aussi quelque chose qui m'a énormément aidée dans aussi bien mon rapport au corps que dans mon rapport à l'alimentation, c'est que c'est une logique de médecine à la personne. C'est vraiment une médecine qui envisage chaque individu dans sa singularité, dans son unicité. À l'inverse, j'ai envie de dire, de la médecine de masse qu'on a privilégiée au final en Occident depuis des siècles. C'est ce que j'apprécie en fait dans l'Ayurveda, c'est qu'elle considère que chaque personne, et non pas chaque constitution, mais vraiment chaque personne est unique. Et c'est pour ça que j'ai souvent un petit peu de mal aussi quand on me demande quelle est mon alimentation, comment je mange dans une journée, parce que déjà je ne suis pas nutritionniste et je détiens pas les clés d'une nutrition entre guillemets parfaite. Mais au-delà de ça, je ne détiens pas les clés de votre nutrition entre guillemets parfaite. J'aime pas trop le terme parfait parce qu'il n'y a pas de perfection selon moi. Mais voilà, c'est important en fait de comprendre que on est constitué de différents doshas, donc je vais vous l'expliquer, avec des proportions en fait différentes et c'est ces proportions-là qui vont faire notre singularité. Alors en fait, selon l'Ayurveda, toute chose est composée de 5 grands éléments qui sont l'éther,
ou qu'on appelle aussi l'espace, l'air, le feu, l'eau et évidemment la terre. Chacun de ces 5 éléments va être présent dans des proportions là encore plus ou moins importantes et va comprendre un éventail de qualités qui se manifestent d'une manière plus ou moins évidente chez chaque individu et selon les situations. Pour vous décrire un petit peu comment on reconnaît ces éléments en Ayurveda, je vais y passer assez rapidement, mais vous aurez comme ça des termes clés. L'élément air, c'est un élément qui est gazeux. C'est un élément qui a des qualités qui sont impalpables. Il est léger, il est clair, il est sec, c'est quelque chose qui est très diffus, c'est quelque chose qui va se disperser. Le feu, c'est le pouvoir du changement, c'est le pouvoir de la transformation. Et lui, il va avoir des qualités, comme vous en doutez, qui sont liées à la chaleur, à la sécheresse, et on est plus dans un mouvement qu'on appelle ascendant. La terre, c'est quelque chose de solide, et là, on va être dans des qualités qui sont liées à la lourdeur, à la dureté, avec un léger mouvement vers le bas, à la différence du feu qui est un mouvement vers le haut. L'éther, donc l'espace, c'est quelque chose de très subtil, et du coup, on l'oublie un petit peu, mais il est assimilé à l'étendue, à l'infini, à l'espace, dans toute sa grandeur. Et enfin, l'eau. Donc l'eau, c'est quelque chose de liquide, c'est quelque chose de froid, qui n'a pas de forme spécifique et qui va, lui, pour le coup, couler vers le bas. Donc voilà, c'est un peu des principes, des descriptifs qui peut-être vous semblent un peu perchés, je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'aime cette façon, en fait, de décrire les éléments avec, au final, beaucoup de poésie. Si on lit ça au dosha, alors, qu'est-ce qu'un dosha ? Parce que ça, c'est un terme que vous avez déjà beaucoup dû entendre parler quand on vous a parlé Ayurveda. Quel est ton dosha ? Est-ce que tu es Vata ? Est-ce que tu es Pitta ? Est-ce que tu es Kapha ? Est-ce que tu es Vata Pitta ? Est-ce que tu es Vata Kapha, etc. Un dosha, c'est une énergie vitale. Et ces 3 énergies vitales, donc que je vous ai citées, Vata, Pitta et Kapha, elles regroupent tous les éléments de la constitution d'un individu. La constitution ayurvédique de chaque personne est caractérisée par une combinaison spécifique de ces 3 doshas qui nous est propre. Et j'insiste sur le fait que chacun a les 3 doshas. Ça peut être 1% d'un dosha, même 0,5%, mais on est tous constitués de ces 3 doshas. Par exemple, moi je dis tout le temps, moi je suis 100% Vata. Je suis en soi pas vraiment 100% Vata. Peut-être que je suis 99% Vata, 0,5% Pitta, 0,5% Kapha. Mais j'aurai toujours ce tout petit pourcentage de Pitta et de Kapha. Et suivant le ou les doshas qui va dominer chez vous, donc pour mon cas ça va être Vata, on va pouvoir déterminer le type physique et psychologique auquel appartient la personne. Et ce type physique et psychologique, c'est ce qu'on appelle le prakriti. À l'inverse ou à l'opposé de la situation réelle de la personne à l'instant T, qu'on va appeler vikriti. Donc prakriti, c'est votre constitution de naissance. Vous êtes comme ça et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Vrikriti, pour le coup, c'est l'instant où vous êtes aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez penser être Vata alors que tout simplement vous avez un énorme déséquilibre en Vata et qu'en fait vous êtes Pitta par exemple. Vikriti, c'est quelque chose qu'on va avoir envie de changer. Prakriti, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, c'est vous. Vous ne pouvez pas changer votre couleur de peau par exemple. Vous ne pouvez pas changer votre Prakriti. Et les 5 éléments se combinent au cœur de ces doshas justement pour donner naissance à ces 3 humeurs biologiques. 3 grandes forces vitales qui vont créer le corps, qui vont lui permettre de fonctionner et qui vont aussi lui permettre de se détruire à un moment donné. Donc c'est un peu comme ça qu'on retrouve nos éléments et on ne va pas tout voir dans cet épisode introductif, mais les éléments sont de partout. Ils sont de partout en Ayurveda et ça c'est hyper intéressant justement ce parallèle qui est fait au final avec la nature et avec les choses matérielles. On va passer un petit peu en revue
les 3 doshas et de toute façon, je vous mettrai dans le descriptif de ce podcast mes différentes sources. Parce que comme je vous disais, voilà, j'ai pas suivi une formation qui me permet aujourd'hui de vous parler, voilà, avec peut-être, je dirais pas mes mots, mais vous parler avec l'assurance d'un docteur ayurvédique, parce que je ne suis pas docteur ayurvédique. Mais je vous mettrai les sources, je vous mettrai les livres que j'ai lus, les personnalités que j'apprécie suivre qui parlent d'Ayurveda, parce que je pense que ça peut être aussi intéressant et je trouve que c'est assez vulgarisé, mais dans le sens positif, parce que ça permet vraiment de bien comprendre ce qu'est l'Ayurveda et aussi de se l'approprier, de l'appliquer à son quotidien. Et c'est aussi un petit peu l'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de comprendre les grandes clés, d'avoir cette petite boîte à outils et pour déjà avoir une oreille un peu plus tendue à votre corps et à votre quotidien et vous dire « Ah, ça c'est plus Vata, ça c'est plus Vita, ça c'est plus Pitta, voilà. » Alors Vata, c'est symbolisé par le vent et c'est une combinaison entre les éléments air et éther. C'est le dosha qui caractérise le mouvement et c'est un Vata qui va se loger principalement dans le côlon, dans le système nerveux, dans la peau, dans les oreilles et dans les os. Ça veut dire, quand on dit que ça se loge principalement dans ces organes-là, ou dans ces parties du corps-là, ça veut dire que quand Vata va être en équilibre ou en déséquilibre, l'impact va se retrouver à ce niveau-là dans votre corps. Vata gère tous les mouvements de l'organisme, comme par exemple les pulsations du cœur ou encore la respiration. Et c'est une énergie qui va être plutôt froide, plutôt sèche. Quand Vata est équilibré, on va retrouver de la fluidité, on va retrouver de la créativité, de la vivacité d'esprit. Et à l'inverse, quand votre Vata va être déséquilibré, généralement vous allez ressentir de la peur, vous allez ressentir de l'anxiété, des humeurs très irrégulières. Pitta, c'est le dosha qui est représenté par le feu. C'est une combinaison entre les éléments feu et eau. C'est un dosha qui va caractériser, comme je vous le disais, la transformation. Et c'est une humeur qui va se loger principalement dans le foie, dans l'intestin grêle, dans le sang et dans les yeux. C'est une énergie qui est chaude et qui est humide. Et Pitta va gérer la digestion, l'absorption, tout ce qui est assimilation et température du corps aussi. Quand Pitta est en équilibre, on va ressentir de la ténacité, de l'intelligence, de l'acuité. Et quand Pitta est en déséquilibre, là pour le coup, on va ressentir de la colère. On va être frustré, on peut ressentir aussi de la haine. Et puis dans le corps, on peut ressentir aussi des états inflammatoires. Et enfin, Kapha, c'est l'eau. Et c'est une combinaison entre l'eau et la terre. C'est un dosha qui relie et qui soutient la force structurante. Et c'est une force qui va se loger principalement dans l'estomac, dans les poumons, dans la langue et dans le plasma. Elle est froide et humide et elle gère tout ce qui est hydratation, tout ce qui est lubrification du corps, système immunitaire, etc. Quand Kapha est équilibré, on a de l'amour, on a de la douceur, on a beaucoup de pardon. C'est un peu le dosha bisounours Kapha, quand il est équilibré bien sûr. Quand il est en déséquilibre, par contre, il va générer de l'attachement au point de la possession, de l'avidité aussi. Je vous mettrai également un lien pour que vous puissiez faire le test, faire un petit quiz pour vous permettre de déterminer votre constitution ayurvédique. Ça vous permettra de vous situer aussi. Et quand ces doshas en fait sont déséquilibrés, on va, comme je vous ai expliqué, voir des dysfonctionnements et des maladies qui vont apparaître. L'Ayurveda, son objectif, c'est de rétablir l'équilibre, qui est propre donc à chaque individu, et de maintenir l'état de santé optimal de l'organisme. Donc c'est une médecine au final que j'ai envie de dire plus préventive que curative. Alors bien sûr, il y a une partie vraiment médecine via de la médecine naturelle, via des herbes, qui est curative clairement. Après, je me prononcerai pas sur la capacité de l'Ayurveda à guérir des maladies très avancées comme peut-être des tumeurs, des cancers, etc. J'en ai absolument aucune idée. Mais je sais que dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours et pour prévenir des maladies, pour renforcer son système immunitaire, l'Ayurveda en tout cas détient des clés qui je trouve sont vraiment très puissantes.
L'alimentation et tous les ingrédients, les aliments que vous allez ingurgiter et mettre dans votre corps, c'est des aliments en fait que vous devez considérer comme des médicaments. Et quand on a un déséquilibre, quand on a des symptômes physiques, psychologiques, un médecin ayurvédique va vous conseiller certains aliments et va vous déconseiller certains aliments. Et c'est en ça, en fait, je dois dire que l'alimentation ayurvédique et la médecine ayurvédique même dans sa globalité me passionne, c'est de se dire que en fonction du choix alimentaire qu'on va faire, on va pouvoir avoir un réel impact sur notre santé physique et je trouve par extension psychologique parce que voilà, quand on a des gros problèmes digestifs, quand on a des gros problèmes dans notre corps physique, vraiment, ça va nécessairement en fait avoir un impact sur notre mental et je trouve que justement cette interdépendance est hyper intéressante. En alimentation ayurvédique, on va privilégier d'avoir une routine et encore plus pour Vata. Ça, vous le verrez en faisant votre bilan et en regardant un peu ce qu'on vous conseille ou déconseille. Mais en Ayurveda, on conseille vraiment d'avoir une routine qui soit quotidienne et qui soit régulière et d'avoir toujours en fait 3 repas par jour avec au moins 5 heures d'écart entre chaque repas. De cette manière, en fait, votre organisme va être en mesure de métaboliser complètement vos aliments et ainsi de prévenir l'apparition d'un résidu pathogène qui est une substance toxique qu'on va appeler ama. Donc dans chaque repas ayurvédique, dit vraiment ayurvédique, on est censé retrouver ces 6 saveurs. Nous, en Occident, on est habitué à avoir nos 4 saveurs simples qui sont le sucré, l'acide, le salé et l'amer. Mais en Ayurveda, on en rajoute 2 qui sont l'acre et l'astringent. En Ayurveda, il y a cette croyance que si on incorpore nos 6 goûts dans chacun de nos repas, et si on les ajuste correctement, en bonne proportion, en fonction de notre constitution, alors on est en mesure de maintenir un équilibre et de maintenir une santé optimale. Chacun de ces goûts, chacun de ces saveurs, chacun de ces rasas se constitue des 5 éléments qui font aussi nos doshas, à savoir l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Chacun de ces goûts va avoir un effet sur Vata, sur Pitta et sur Kapha. Quand votre dosha ou vos doshas sont en déséquilibre, vous allez pouvoir jouer justement sur ces 6 goûts pour vous aider à régler, à réparer ce déséquilibre. Je ne vais pas ici vraiment vous décrire chaque goût un à un avec le descriptif parce que je pense que ce serait un peu long et peut-être pas forcément intéressant, mais je vous invite vraiment à regarder dans les sources en fait, que je vais vous citer et puis à gratter aussi un petit peu sur Internet si le sujet vous intéresse pour vraiment comprendre en fait quels sont ces aliments et de quelle manière ça peut influencer sur votre corps. Je vous introduis quand même ces 6 goûts dans les grandes lignes. Quand même que vous ayez une notion et qu'il y ait quand même un peu d'informations là-dessus sur cet épisode. Alors la première saveur, c'est la saveur qu'on va appeler Madhura, donc la saveur sucrée, et qui est constituée des éléments terre et eau. Le goût sucré va permettre de pacifier Vata et Pitta et à l'inverse d'aggraver Kapha. Donc vous voyez, j'utilise les termes à pacifier et aggraver. C'est le terme qu'on va utiliser pour indiquer et décrire la façon dont un aliment va impacter notre dosha. Quand on est en déséquilibre, on va avoir un ou plusieurs doshas qui vont, j'ai envie de dire, prendre le pas sur votre constitution de base, donc sur votre prakriti. Il y a des doshas qui vont s'exprimer plus que ce qu'ils ne le devraient, donc qui sont au-dessus du seuil d'équilibre. Donc pour rétablir cet équilibre, on va amenuire, diminuer l'expression de ce ou de ces doshas et on va parler de pacifier. Et à l'inverse, quand on va avoir un aliment qui va venir augmenter l'expression d'un dosha, donc aggraver au final le déséquilibre, on dit que ça aggrave le dosha en question. Ensuite, on a la saveur acide, qu'on va appeler amla, qui se constitue des éléments terre et feu. Idem, l'acidité va permettre de pacifier Vata et va venir aggraver Pitta et Kapha. Ensuite, on a la saveur salée qu'on appelle lavana, qui se constitue de l'eau et du feu, qui
encore une fois, va venir pacifier Vata, mais va venir aggraver Pitta et Kapha. On passe ensuite à la saveur âcre, qui s'appelle Ketu, qui est constituée du feu et de l'air. Ketu va venir aggraver Vata et Pitta, mais va venir pacifier Kapha. Ensuite, on a la saveur amère, Tikta, qui est faite d'air et d'éther, qui va venir aggraver Vata, mais va venir pacifier Pitta et Kapha. Et enfin, la saveur astringente, Kashaya, qui, elle, est constituée d'air et d'éther et qui va venir à nouveau aggraver Vata et pacifier Pitta et Kapha. Donc, si vous tapez 6 saveurs ou 6 rasas sur Internet, vous trouverez le descriptif et les explications par rapport à ces 6 saveurs si vous voulez un peu plus d'informations. Et puis vous risquez aussi de trouver des listes d'aliments pour vous aider un peu à classer et à faire les bons choix. Dans un repas ayurvédique idéal, on va retrouver un petit peu de ces 6 saveurs. Et c'est en fait pour ça que le dal de lentilles, qui est le plat traditionnel indien, est considéré comme le plat ayurvédique par excellence parce qu'il intègre à lui seul toutes les 6 saveurs. Et en plus de ça, il ajoute les épices. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails des épices ici parce que, encore une fois, je pense que ça ferait un épisode de 2 heures. Mais les épices jouent aussi un rôle vraiment important dans l'alimentation ayurvédique. C'est vraiment, moi-même, je sais que dans mon quotidien, dans mon alimentation quotidienne, ça joue vraiment un rôle vraiment médical pour moi, notamment tout ce qui est curcuma, gingembre, mais après voilà, tout ce qui est coriandre, cannelle, cardamone, etc. C'est des épices qui vont avoir un pouvoir bienfaisant vraiment puissant, notamment sur le système digestif. Et au-delà justement de leurs propriétés médicinales, ces épices vont permettre d'harmoniser le mélange des 6 saveurs dans notre assiette. C'est un peu le liant. C'est ce qui va venir lier toutes nos saveurs entre elles et faire en sorte que le plat ne fasse plus qu'un versus un plat est divisé en 6. Un autre concept que j'avais envie d'introduire ici, c'était les gunas. Les gunas, en fait, c'est les qualités. Notre prakriti, donc notre constitution doshique de base, va regrouper en fait ces 3 gunas qui vont permettre de refléter notre niveau de développement spirituel. Ces gunas, donc qui sont ces 3 qualités fondamentales, vont s'appeler sattva, rajas et tamas. Sattva, c'est la qualité qui va correspondre à l'harmonie, à la stabilité, tout ce qui est amour, luminosité, etc. C'est quelque chose qui va procurer de l'éveil, de l'intelligence, de la joie. Une personne qui a un tempérament sadique va nécessairement posséder un corps qui est sain et une conscience pure et spirituelle. Donc je souligne vraiment le terme pur parce que tout ce qui est sattvique fait référence à la pureté. Que ce soit une personne sattvique, que ce soit un aliment sattvique, on est sur quelque chose de très sain. Rajas, lui, va correspondre à l'énergie, à l'agitation, tout ce qui est désir, qui est passion. Rajas est plutôt à l'origine des fluctuations émotionnelles comme la peur, le désir, haine, etc. Et généralement, Rajas entraîne l'obstination et tout ce qui est divertissement. Quand on est dans l'excès de Rajas, ça va provoquer en fait une attitude un peu colérique. Une personne qui est rajasique, c'est une personne qui va être très mouvementée, qui va être très souvent insatisfaite, etc. Donc quelqu'un d'assez agité au final. Enfin, tamas, c'est la qualité qui va plutôt correspondre à l'inertie, la lourdeur, mais aussi l'ignorance, l'obscurité, etc. C'est une qualité qui entraîne un peu de l'inaptitude à voir les choses de façon juste et sensée. Une personne qui est tamasique, c'est généralement une personne qui est un peu fainéante, qui est un peu égoïste, un peu voilà. Et à l'instar des doshas, forcément, donc qui sont nos vata, pitta, kapha, qui changent en permanence, les gunas, elles aussi, elles varient. Par exemple, lorsqu'on commence un projet, la première énergie, la première chose qu'on va avoir, c'est rajas. On va être très énergétique, on va être hyper créatif, on va avoir envie de tout écrire, de tout faire. Ensuite, une fois que Rajas est intervenu, ça va être au tour de Sattva, donc dans la stabilité. Sattva va permettre, vous voyez la courbe un peu, ça va permettre un peu le calme, le maintien de l'action, etc. Et enfin, on va terminer avec Tamas, qui est l'inertie, qui va permettre de mettre la fin à l'action afin de passer enfin à autre chose. Voilà, donc vous l'aurez compris, l'Ayurveda, le yoga et la méditation, c'est des pratiques qui sont étroitement liées. C'est aussi pour ça que tout ça me passionne et que pour moi, ça forme un tout.
C'est des pratiques qui ont des racines évidemment qui sont communes dans l'ancienne philosophie védique indienne, évidemment. Et par conséquent, les exercices qui vont concilier corps, âme et esprit vont être présents dans toutes les cures ayurvédiques. C'est-à-dire que si vous consultez un médecin ayurvédique qui va vous faire votre bilan et qui va vous faire une prescription d'un point de vue alimentaire, il va aussi potentiellement vous donner des exercices de yoga, d'asana, et aussi des exercices de respiration pranayama. Et en fait, je trouve que ça fait sens au final quand on est professeur de yoga ou qu'on s'intéresse énormément au yoga et à toute la philosophie qui va derrière, d'inclure des notions et une connaissance en Ayurveda, comme dans d'autres sujets par exemple. Mais c'est vrai que voilà, l'Ayurveda pour moi c'est quelque chose qui fait énormément sens, non seulement d'un point de vue personnel mais aussi d'un point de vue yogique. Je trouve que ça permet un peu de boucler la boucle en fait, tout simplement. Voilà, je terminerai cet épisode là-dessus, mais je veux vraiment que vous notiez que voilà, c'est quelques informations que j'avais envie de partager avec vous parce que c'est quelques informations que moi j'ai vraiment acquises, que j'ai vraiment comprises et qui m'aident sincèrement au quotidien à faire les bons choix dans mon alimentation et à comprendre aussi que on est tous différents et que c'est pas parce que certaines personnes font le jeûne intermittent que c'est bon ou que c'est mauvais. C'est pas parce que certaines personnes mangent uniquement cru que c'est bon ou que c'est mauvais. Moi, je sais qu'en tant que Vata, l'alimentation crue est très mauvaise pour moi. Et je sais que je suis quelqu'un, par exemple, qui a besoin de manger des choses qui sont plus grasses, qui sont plus nourrissantes, qui sont plus ancrantes. Voilà, si j'étais une personne plutôt kapha, plutôt tamasique, c'est des aliments que je devrais éviter. Ça ne veut pas pour autant dire que l'un ou l'autre va avoir une corpulence qui va être plus imposante. Ça veut simplement dire que notre corps est constitué de façon différente, qui va avoir une façon de digérer les aliments qui va être différente, une façon d'assimiler les aliments aussi qui va être différente. Et c'est en ça, en fait, que vos choix seront bons ou mauvais. Donc ça ne sert à rien, en final, de comparer votre assiette avec votre meilleur ami, avec vos parents, voilà. Même le fait que vous soyez un homme ou une femme, ça ne va rien changer. Ce qui est important, c'est votre constitution de base, votre prakriti. Et puis, ce qui est intéressant, c'est voilà, de comprendre pourquoi on a des émotions négatives qui nous affectent, pourquoi on a des symptômes physiques qui nous affectent, comment les deux sont liés et de quelle manière, simplement en changeant quelques petites choses dans notre alimentation, on va pouvoir justement pallier à ces problématiques et au final s'auto-guérir. Et l'idée aussi qu'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que c'est pas parce que vous êtes Vata que vous ne pouvez jamais manger de cru. Ce qui est important, c'est de trouver un équilibre et de se dire, une fois de temps en temps, je vais boire quelque chose qui va, oui, aggraver Vata, mais c'est pas grave parce que peut-être le soir, je vais manger quelque chose qui va venir l'apaiser et au final, dans une journée, vous allez vous y retrouver. Et voilà, et encore une fois, l'alimentation, c'est quelque chose qui doit être plaisir. C'est pas quelque chose qui doit être trop réfléchi, c'est quelque chose qui doit rester intuitif, selon moi. Et il faut que vous arriviez à développer une vraie écoute de vous. Et je sais que l'Ayurveda m'a beaucoup aidée dans ce rapport-là avec l'alimentation, m'a beaucoup aidée à comprendre ce dont j'avais besoin et dans quelle mesure j'étais différente de d'autres personnes. Et moi, je sais que comprendre l'Ayurveda m'a permis de comprendre que tout aliment était bénéfique pour mon corps, que l'important en fait c'était toujours dans la mesure et dans l'équilibre, mais que c'était aussi important de savoir s'écouter et que voilà, si un jour on a envie de manger 3 parts de gâteau, 4 parts de gâteau, on mange 3 ou 4 parts de gâteau. Si on a envie de manger la tablette de chocolat entier, on mange la tablette de chocolat entier. Voilà, c'est important de s'écouter et c'est aussi ce que m'enseigne l'Ayurveda, c'est s'écouter, tourner son regard vers l'intérieur et arriver à suivre ses intuitions. Au-delà de nous aider en fait sur l'aspect psychologique et intuitif, c'est une science qui nous donne une vraie compréhension sur le fonctionnement de notre tout dans sa globalité. Et je trouve qu'une fois on a compris, on sait et on peut se laisser aller à notre feeling. Je trouve juste que c'est une science qui est merveilleuse parce que elle nous dissocie pas entre notre âme, notre esprit et notre corps. Elle nous prend dans notre globalité telle que l'on est en tant qu'individu et elle prend tous ces paramètres en question justement pour
pour vous donner en fait le meilleur bilan qui soit de qui vous êtes et de ce dont vous avez besoin pour trouver votre équilibre. Il y a plein d'autres notions ici que je n'ai pas abordées et qui sont largement développées en Ayurveda, comme notamment tout ce qui est lié au massage ayurvédique, les plantes, les huiles. Il y a aussi des sujets autour du sommeil, à quel point le sommeil est important. Aussi beaucoup de choses par rapport à l'influence des saisons. Pour le moment, je n'ai pas assez de notions pour vous parler de ces sujets-là, mais voilà, comme je vous disais, j'ai énormément envie de me former et donc quand ce sera fait, j'hésiterai pas à vous faire un nouvel épisode peut-être un peu plus ciblé. En attendant, j'avais aussi pour idée de vous faire un épisode sur l'alimentation yogique qui rejoint évidemment l'alimentation ayurvédique, mais qui rapporte des notions supplémentaires. Notamment, je pense au principe de modération dans l'alimentation yogi, au fait que cuisiner, c'est aussi une façon de méditer. Voilà, il y a plein de petites choses en fait dans l'alimentation yogi qui viennent se rajouter à tout ça. Des petits rituels, des choses comme ça. Donc, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je vous rappelle que je remets toutes les références en description de ce podcast. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de mon podcast Off the Mat.